connectés à distance, que je remercie encore plus. Donc, je me présente, je suis Marc de Pogro, je suis secrétaire général du Club Franco-Risque et je suis ravi de vous souhaiter la bonne année pour ceux qui sont à distance et également à ceux qui sont là. Vous dire que nous sommes ici dans la maison du risque management, qui est donc le siège de l'AMRAE. Et nous sommes très heureux de faire cette première manifestation ici au siège de l'AMRAE, maison du risque management, qui me permet de dire que le club Franco-Risque, dont je vais parler 2 minutes, est en fait une émanation de l'AMRAE. J'ai été, moi, vice-président de l'AMRAE. Le président du club Franco-Risque, Gilbert Canairas, n'est malheureusement pas là ce soir, mais il est de tout cœur avec nous. Il a été président de l'AMRAE. Donc, le club Franco-Risque, c'est quoi? Le club Franco-Risque, c'est une association qui a vocation à développer le risque management et l'assurance dans la francophonie. Alors, la francophonie, c'est très vaste. Ça peut aller depuis certains pays d'Europe de l'Est à l'Asie, et je salue Franck qui représente plutôt cette partie du monde, mais ceux qui nous ont le plus, qui semblent avoir le plus, enfin, qui ont le plus de besoins aujourd'hui, c'est la partie du Maghreb et de l'Afrique francophone qui a un réel besoin d'échanger, de partager sur les problèmes du développement, de la gestion des assurances et des risques. Donc le club Franco-Risque, qui a été créé il y a quelques années, presque une petite dizaine d'années maintenant, a vocation à favoriser le développement de la gestion des risques et des assurances dans cette partie du monde. Trois missions. Une mission que nous sommes assignés qui est d'informer. À ce titre-là, notre action, c'est d'avoir des interventions du type de celles que nous allons partager ce soir, donc des conférences, des webinaires, participer à des événements et développer des associations dans les pays. Donc aujourd'hui, nous sommes assez fiers de dire et contents de dire que plusieurs associations ont été créées ou sont en cours de création dans cette partie du monde. Une association au Maroc, une association en Côte d'Ivoire qui est très active, une association au Sénégal qui va bientôt venir, une association à Maurice. Il y en a également une association qui va se créer au Bénin, une association au Burkina, 2 associations qui sont en train de se créer au Burkina. Voilà. Donc, ces associations, ce sont des associations de risk managers qui, dans leur pays, développent la gestion des risques et des assurances. Et la vocation du club, c'est d'aider à échanger, de participer entre les différentes associations. Voilà. Donc, ces associations et cette activité, elles fonctionnent grâce au soutien de l'AMRAE, bien sûr, mais également grâce au soutien de nos partenaires. Nous avons un certain nombre de partenaires que nous allons vous présenter. Nous avons 14 partenaires qui croient au développement du besoin d'améliorer ou de la gestion des risques et des assurances dans cette partie du monde de l'Afrique en particulier. Donc, voilà en gros la présentation du club. Ce club a un certain nombre d'activités, soit en France, soit à l'étranger. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que la vocation du club, c'est à la fois de l'import et de l'export. C'est de l'import pour les gens qui sont dans ces pays-là, qui ont besoin de mieux comprendre la culture du risque pour pouvoir la développer, parce qu'on sait qu'il y a un très grand besoin. Et c'est également de l'export parce que nos amis dont je fais partie, je dirais, risk managers français ou européens, ont besoin de mieux comprendre, de mieux connaître ce qui se passe. L'Afrique en particulier se développe. La réglementation en matière de gestion de risque et d'assurance, elle est en train d'évoluer de façon très significative. Donc, il est important que les gens qui sont en dehors du pays, de la zone, comprennent ce qui s'y passe pour mieux échanger, mieux comprendre. Je veux dire, la vocation de ce club, c'est vraiment d'échanger, c'est vraiment de partager. Donc, voilà à l'écran nos partenaires. J'aime bien les mettre en avant. Nos partenaires croient au développement de cette activité, croient au club. On les réunit. Après-demain, on réunit nos partenaires de façon avec eux à déterminer ce qu'il convient de faire et où sont les axes forts dans lesquels on peut aller.
parmi les axes forts vers lesquels on peut aller, il y a cet échange et développer des thèmes. Et le thème de ce soir particulièrement est un thème qui rentre parfaitement dans notre démarche. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Bénédicte qui va animer cette table ronde sur le thème. Alors, j'ai oublié de dire, et je le dirai quand même avant de rendre la parole, que c'est une soirée qui est co-animée par le Club Franco-Risque et France InsurTech. InsurTech France. InsurTech France est une association que tu présenteras mieux que moi. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Voilà, écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je me présente également devant la caméra, si vous me voyez. Donc, en fait, le secrétaire général d'InsurTech France sera présent tout à l'heure et vous parlera de l'association. Mais nous avons ici 4 éminentes représentantes de sociétés qui sont membres d'InsurTech France et qui vont être le panel de nos interviewés ce soir. Alors, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir ces 4 sociétés. Je vais commencer par vous, Bola Bardet, de la société Soussou. Donc, vous êtes une société qui fonctionne, évidemment, qui a trouvé sa source et son essence en Afrique sur une problématique africaine de départ. Même si vous la pilotez ici, c'est vraiment un sujet 100% africain. Merci infiniment d'être avec nous. Je vous passerai la parole. Last but not least, en dernier tout à l'heure, on sera ravis de vous entendre, Bola, sur ce sujet. À votre droite, vous avez Ruben, il a encore présenté Ruben, à la vie, qui est de HD Rain, qui a fondé HD Rain, qui est spécialiste en météorologie. Grâce à Ruben, vous ne raterez plus un seul événement événementiel, parce qu'il pourra vous dire la neige, la pluie, la grêle. On vous annonce d'ailleurs qu'au rencontre, dans 3 semaines, il y aura de la neige. Je sais déjà vous le dire, mais bon, ça, même moi, je peux le dire. Puisque chaque année, il y a toujours de la neige. C'est facile. Ruben est présent en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, au Maroc également, je crois. Il vous parlera de sa structure et surtout de sa passion, la météo. Vous allez l'entendre, c'est passionnant. À sa droite, Patrick Letellier, qui est fondateur de Optivia. Optivia, c'est une plateforme de tech qui est là pour travailler sur la partie dommages au risque. Elle va vous aider à être dans toute la chaîne de valeur de la construction du rapport d'expertise sur les dommages au risque. Alors, pardon, en même temps, on a des petits sujets techniques, là. Donc, Optivia, Patrick Letellier est avec nous, c'est le directeur du développement. Merci infiniment d'être avec nous. On n'aura pas de démo ce soir, mais vous pourrez regarder évidemment sur le net comment fonctionne Optivia, c'est très bien expliqué. Et puis à sa droite encore, nous avons Jean-Sébastien Guillaume, qui est Head of Investigation de chez Clear, qui est aussi associé chez Clear, cette société qui a été fondée il y a quelques années, qui est basée pour le coup à Saint-Malo, mais qui va bientôt être à Rennes. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'écosystème français, au service de la francophonie. On travaille évidemment avec, chez Clear sur la conformité et sur l'investigation sur la fraude. Jean-Sébastien nous en parlera tout à l'heure. Et vous allez voir que c'est une alliance de la tech et de l'humain qui est extrêmement intéressante et présentée par Jean-Sébastien. Et justement, c'est Jean-Sébastien qui va commencer cette présentation de 10 minutes que nous allons écouter maintenant. Pendant que la présentation arrive, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le Zoom. Viviane me les communiquera au fur et à mesure. On va déjà avoir un temps de partage de chacun 10 minutes de présentation. Ensuite, j'aurai quelques questions à leur poser, histoire que l'échange se mette en route. Et nous prendrons les questions qui sont dans la salle, et évidemment dans la salle virtuelle qui est animée par Viviane. Jean-Sébastien, the floor is yours. Eh bien, viens si tu veux. Voilà, très bien. Comme ça, la caméra est déjà là. C'est peut-être ça. Tu as raison. Merci beaucoup. Bonsoir donc à cette salle. Bonsoir, meilleurs vœux pour cette année 2024 qui s'annonce particulièrement risquée au vu du nombre d'élections qu'il y a dans le monde et au vu du nombre de risques qui ont été évalués par les différents instituts. Donc effectivement aujourd'hui, bonjour aussi à vous qui êtes derrière la caméra, derrière vos écrans pardon, et qui êtes en Afrique et un peu partout dans l'espace francophone. Je vais essayer de vous présenter la société Clear dont je suis associé et cofondateur, société qui existe depuis maintenant 3 ans et qui effectivement, comme Bénédicte l'a dit, qui est partagée entre un siège à Paris et un siège à Dinard exactement. Et on va effectivement, Dinard-Saint-Malo, on va évoluer dans les semaines qui viennent à Rennes avec des bureaux. Donc on est une société qui est assez jeune, qui compte 3 associés principaux.
6 collaborateurs en tout. Enfin, nous sommes 6 collaborateurs en tout et on est amené effectivement à grandir dans les mois qui viennent. Donc, LIR, c'est une société effectivement technologique, une SaaS, donc une solution qui apporte effectivement des informations sur la conformité, sur le risque, accompagné de ça du renseignement d'affaires. Ce qu'on appelle renseignement d'affaires, le concept d'intelligence économique développé dans les années 70 en France principalement, mais surtout avant aux États-Unis. Donc, on cède en fait des outils de l'intelligence économique pour augmenter en fait les informations collectées sur la conformité, sur le risque de fraude, sur la corruption. En fait, tout plein d'éléments qui sont essentiels en fait à la compréhension du business et surtout à l'onboarding, ce qu'on appelle de l'onboarding client. L'onboarding client. Donc, effectivement, c'est né de la volonté de trouver une alternative aux sociétés, aux boutiques, aux officines même de renseignement d'affaires, et de trouver une solution qui soit à la fois technologique, qui soit utile pour les compliance officers, pour les risk managers, pour les assurances. Nos clients, pour le moment, effectivement, sont des assureurs et des acteurs de l'immobilier, du BTP, de la construction. On se focalise évidemment sur les secteurs à risque définis par la CS3D, donc une directive européenne sur le devoir de vigilance qui a été votée en fin d'année. Et donc voilà, donc cette IA... Non, mais c'est très bien. Oui, c'est très bien. Cette IA, effectivement, a été conçue pour évaluer les relations d'affaires, évaluer les tiers. Et donc, on peut passer sur le slide direct. Et donc, le but, effectivement, c'est de simplifier la conformité et les relations d'affaires en accélérant l'onboarding client. Qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, en fait, ce sont toutes les pièces justificatives, CABIS, RIB, fichier d'identité, registre du commerce, etc., que vous êtes censé, en tant que société, avoir pour pouvoir commencer, ne serait-ce que commencer une relation d'affaires. À cela, effectivement, l'idée, c'est de ne plus payer de data qui ne vous concerne pas. Il y a pléthore de solutions et il y a pléthore de data, justement. L'idée, c'est de vérifier, en fait, toutes les pièces qui sont transmises par les tiers et donc de vérifier s'il n'y a pas de personnes exposées politiquement, les fameux BEP, de personnes qui sont sous liste de sanctions. On a beaucoup parlé des sanctions, on est au 12e paquet de sanctions en Europe sur la Russie, etc. Donc, l'idée, c'est l'évaluation des tiers selon des critères qui sont définis par le dirigeant et surtout, en fait, par les normes internationales. Donc cet outil va collecter, donc il y a un questionnaire tout simple qui nous permet de collecter effectivement ces données sur PC ou sur mobile ou sur tablette, et puis qui va nous permettre à nous, en fait, et à vous, en fait, clients, de connaître vos clients, de connaître vos partenaires, vos fournisseurs, etc. Donc tout ça est pluggable sur d'autres outils, à savoir Salesforce, HubSpot, Dynamics 365, et on va regrouper en fait toutes ces informations et les vérifier avec des outils anti-fraude qui prennent en compte effectivement les alphabets, que ce soit au Laos, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays arabes. On va prendre en compte en fait tous les alphabets pour pouvoir évacuer en fait la solution, la problématique notamment des homonymies, notamment sur les prénoms. Et donc, on va vérifier les papiers d'identité, passeport, carte d'identité, RIB, registre du commerce, et donc on va les évaluer. La difficulté pour nous, qui sommes une entreprise jeune, c'est effectivement de trouver les registres du commerce dans des pays d'Afrique où parfois, en fait, les bases de données étatiques ne sont pas soit à jour, ou même carrément pas accessibles. Je reviendrai sur ce point-là. Donc, on vérifie effectivement tout ça, les coordonnées bancaires aussi, et puis on y évalue. Donc ça, c'est l'IA qui va évaluer, qui va faire un scoring sur effectivement les sanctions, les PEPS, donc
c'est les personnalités exposées politiques. Et puis toutes les listes en fait qui recoupent des risques, terrorisme, etc., etc. On aura aussi toutes les informations concernant l'adverse média. Donc c'est en fait des informations qui sont retrouvées sur toutes les bases de données que nous avons. Donc ce scoring, il est adapté, effectivement. L'idée, c'est d'avoir l'adverse média, d'avoir les risques ESG, donc gouvernance, sociaux et puis écologie. Le risque cyber aussi, donc on va évaluer le risque cyber d'un client ou d'un futur tiers, et puis les réputations qui restent effectivement dans la solution assez qui se base en fait uniquement sur la surface web, en clear web. Quand je dis clear web, en fait, c'est Google. Et puis, en fait, le processus de veille qui va sans cesse en fait faire un aller-retour entre ça, et puis il va permettre en fait de signaler des évolutions, notamment sur les listes de sanctions, Voilà. Donc ça, c'est pour la partie workflow de la collecte à la veille. Et donc la solution existe comme ça simplement, mais elle est agrémentée, enfin elle est ajoutée, augmentée si on préfère, de solutions d'investigation et de conformité que je dirige avec une petite équipe pour l'instant. Et donc cette articulation des investigations se passe sur 3 axes. Le risque de conformité, donc on fournira en fait des due diligence renforcées, à la fois sur des sociétés, personnalités physiques ou personnalités morales. On rentrera dans le processus de conformité, et puis on verra effectivement quels sont les bénéficiaires ultimes dans chaque société. On essaiera d'appliquer en fait toutes les règles d'anticorruption. Les risques de marché qui regroupent en fait 3 items, la due diligence extra-financière, due diligence technologique, notamment par exemple une start-up se crée et qu'elle crée une techno, on est en capacité d'aller évaluer à petite échelle pour l'instant sa techno. Et puis risque de marché, donc analyse pays, risque de surveillance des compétiteurs, le process classique d'intelligence, la cartographie des décideurs, l'enquête réputationnelle avec effectivement tout ce qui est l'adverse média, et avec des enquêtes qui utilisent les techniques du renseignement en source ouverte, dit OSINT, et puis de l'UMIN, du renseignement humain, qui permettra effectivement d'aller soit sur le terrain, soit de prendre des contacts avec la sphère d'influence du tiers à évaluer. Et puis tout ce qui est risque de fraude, donc là, on verra les collusions du business, l'honorabilité, et puis voilà. Donc on est en mesure de sécuriser en fait les activités de nos clients, d'évaluer leurs tiers, et le but de cette solution est de faire en sorte que la conformité soit un levier de croissance pour l'entreprise et pas simplement une limite au business. La grande problématique de la conformité, c'est ça, le sentiment qu'il n'y a que des règles. Aujourd'hui, on s'adresse principalement à des directions opérationnelles, conformité, risque, export, stratégie internationale. Voilà, on peut tourner encore, je crois. C'est fini. Voilà, 1 minute. Voilà, donc effectivement, comme on est une société jeune, on est resté longtemps dans le bois. On en est sorti, on commence à en sortir, c'est pas encore tout à fait fait, mais on a eu la surprise d'être référencé par le cabinet Wavestone. Et donc, on est là. On est là à connaissance des tiers, le tout petit. Et donc, on est appelé effectivement à grandir. On est accompagné principalement par des organismes publics et puis des investisseurs. Voilà. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à aller sur notre site internet qui est appelé Évoluer encore, PLER.tech, KLEER.tech. Et je vous remercie beaucoup. Et Jean-Sébastien, avant de vous rasseyer, oui. Votre présence en Afrique, quelle est votre relation actuellement avec l'Afrique? Alors, la présence en Afrique, en fait, elle se fait à travers un partenariat qui est à l'île Maurice, oui. Un client qui est aussi un partenaire et qui nous fournit en fait de la data. Aujourd'hui, notre difficulté en Afrique, comme j'ai dit, mais c'est pas que la nôtre, hein, c'est l'ensemble en fait de l'écosystème des data providers, des fournisseurs d'informations, c'est de trouver des informations qui soient
intéressantes, crédibles, que ce soit sur les registres du commerce, que ce soit sur les personnes, et d'avoir en fait des informations qui sont, voilà, qui sont pertinentes. Pour l'instant, nos clients, on les accompagne surtout avec de l'investigation classique, de l'intelligence. On n'est pas encore justement à fournir de la data exhaustive comme on pourrait le faire en Europe ou comme on peut le faire dans les Amériques ou même sur une partie de l'Asie. Donc le travail qui est amené à être fait à la fois par les communautés francophones et puis par les Afriques, j'ai envie de dire, les Africains, mais les Afriques, c'est effectivement de fournir cette data, de la complexer et qu'elle puisse être accessible. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ce que je vous propose, c'est que j'espère garder peut-être les questions pour après. On va passer à la deuxième présentation, toujours pareil, sous ce même format d'une dizaine de minutes. Patrick, est-ce que vous pouvez me rejoindre avec votre société, donc Optivia. Optivia donc, va parler du dommage. Hein, l'assurance dommage, on le sait, c'est un peu le parent pauvre de l'assurance, puisque le rapport d'expertise, on dit souvent, oh là là, il faut le faire, ça coûte cher, les ingénieurs, ça coûte cher, et tout ça, pour quelle valeur ajoutée? Et ça, finalement, vous avez, travaillé sur toute la chaîne de valeur, avec la data, sur ce rapport d'expertise qui va de chez l'assuré, en passant par le courtier, jusqu'à chez l'assureur. Voilà, je vous laisse présenter votre... Très bien décrit, déjà tout dit. Voilà, bon, qu'est-ce que je voulais dire avant tout? Merci de nous avoir invités, très, très sympa à vous, ça nous permet de voyager sur l'Afrique en peu de temps et de faire un grand nombre de pays et présenter notre solution. Effectivement, Optivia, c'est une plateforme unique de gestion de risque, c'est-à-dire on met tout sur cette plateforme en matière de gestion de risque. Vous avez cité le dommage au bien, la plateforme a été construite pour le dommage au bien, mais on peut aussi travailler sur d'autres branches, telles que la responsabilité civile, etc. Mais aujourd'hui, elle n'est pas encore déployée sur les autres branches. D'où vient Optivia? C'est au départ deux sociétés qui se sont approchées. Strada, qui est une société de développement informatique, de maîtrise d'œuvre informatique, et qui a aujourd'hui une trentaine de personnes. Et puis moi-même et mon associé Gaston, qui venions d'une société qui s'appelait Optirisque à l'époque, et qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, l'idée était en fait de marier deux métiers, le métier de l'informatique et le métier de la vie de risque, de la gestion des risques au sens large, de manière à sortir un outil qui crée vraiment de la valeur ajoutée. Alors la solution, elle est un peu moins jeune que mon prédécesseur, elle a été créée en décembre 2015, enfin la société a été créée en décembre 2015, le produit il date de 2017, et bon, je vais être clair avec vous, c'est vrai qu'on avait aussi d'autres occupations par ailleurs, et donc la plateforme est en train uniquement de se développer en ce moment. On peut passer à la slide suivante. Alors, effectivement, et on peut retourner. Vous voyez que, en fait, tous les acteurs de l'assurance, qu'ils soient assurés, compagnie d'assurance, souscripteurs, ingénieurs, prestataires ou compagnie d'assurance également, courtiers et assureurs, tout le monde peut avoir accès à la plateforme et consulter ou obtenir des informations par l'intermédiaire de la plateforme. Donc, comme on dit là ici, c'est un écosystème autour de la prévention. C'est quand même surtout utilisé par les ingénieurs de visite de terrain. Et ça peut permettre aussi le contrôle de la conformité, mais une conformité toujours un petit peu basée sur les risques type assez basique et rien à voir avec mon prédécesseur. La plateforme, elle est multilingue, et notamment pour l'Afrique, elle peut être utilisée en français, en anglais, en anglais. Alors, quand je dis les multilingues, ce sont surtout les gros titres qui sont multilingues. Après, on a la possibilité de passer en traducteur, mais on ne le fait pas forcément. Et je pense qu'à terme, elle le sera. C'est-à-dire, on pourra écrire un rapport en français et en implique tenir un rapport en anglais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les traducteurs sont de plus en plus efficaces. Alors, c'est une plateforme qui sert vraiment à tous les acteurs. Hein. Ça peut être pour les assureurs, pour les courtiers, pour les assurés, pour les risk managers notamment.
Et notamment pour les assureurs, elle sert à planifier et organiser les visites de risque. Sur l'Afrique, c'est important, parce que vous savez tout comme moi que les sites peuvent être éloignés, très éloignés les uns des autres. Ça correspond à des heures de transport. Et la visite de risque, comme vous disiez si bien, c'est un coût. Et c'est un coût en matière de temps de transport, mais aussi en matière de transport pour simple. Donc, l'intérêt, c'est de voyager le moins possible. Et donc, le fait de pouvoir organiser des tournées sur un pays ou avec des pays voisins peut permettre à l'ingénieur aussi de gagner un temps précieux. Après, il y a d'autres moyens que de il y a la visite de risque, mais il y a d'autres moyens pour évaluer les risques. On peut le faire par le biais de questionnaires d'auto-évaluation. La plateforme peut envoyer des questionnaires d'auto-évaluation. Alors, ces questionnaires, on les fait sur mesure en fonction des besoins. Il est hyper important que ça soit, premièrement, pas trop long. Deuxièmement, parfaitement bien adapté aux risques. Et troisièmement, avec le vocabulaire de l'assureur. Sinon, si on vient avec un vocabulaire assureur, c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, la rédaction, la plateforme permet la rédaction des rapports. Alors, un ingénieur qui se déplace peut voilà, rédiger son rapport et il peut également faire sa note de prévention à l'aide de bibliothèques de recommandations. Il importe sa recommandation. En quelques clics, il fait son rapport de visite. C'est aussi un avantage. On gagne énormément de temps. On gagne énormément de temps dans la rédaction. Pour l'instant, on commence à réfléchir à l'intelligence artificielle, mais on n'y est pas encore. Mais ça viendra très vite, je pense. Ce rapport, il suit ensuite un workflow pour tout simplement valider, le diffuser, etc. Et après, dans une note de prévention, dans un rapport, vous avez toujours la partie recommandation. Et comme tout le monde a accès à la plateforme digitale par mode SaaS, c'est également important d'avoir ce mode SaaS, on peut faire un suivi, les sites sont directement concernés, peuvent faire un suivi sur la plateforme des recommandations dès que quelque chose a été fait. Je sais pas, désormais le permis de feu est utilisé, par exemple. Il dit, voilà, le permis de feu est réalisé et il doit justifier que le permis de feu est bien réalisé en mettant une copie du document, en mettant une procédure, etc., de manière à ce que derrière, la compagnie puisse valider, OK, effectivement, la recommandation est bien en place. Elle peut être aussi, en fait, utile, et ça, c'est souvent le cas, aussi bien en Afrique qu'en France, d'ailleurs, hein, d'obtenir, de classer, de structurer la documentation liée à la gestion des risques. C'est-à-dire vous avez tout un tas de modules, vous pouvez y mettre des photos, vous pouvez y mettre des comptes rendus de vérification, vous pouvez y mettre des rapports, une étude de document unique, à texte, enfin ce que vous voulez. Et tout ça est bien structuré, de manière à ce que les différents acteurs qui travaillent sur la plateforme, et dont le risk manager, puissent avoir accès à l'ensemble des documentations qui sont sur les différentes filiales. Après, bien sûr, vous avez moyen de faire des statistiques, des tableaux, des graphiques, un peu comme vous voulez, et faire donc des présentations annuelles à un client, par exemple, quand vous avez toutes les datas qui sont rentrées dans la plateforme. Alors là, j'avais fait un petit aparté, effectivement, le questionnaire doit être simple. Alors, après, le service doit assurer, c'est simple, c'est, comme je vous disais là, l'assuré, il peut classer toute sa documentation. On l'a déjà dit, hein, sur le suivi des contrôles, le suivi de formation, les audits internes de site, les permis de feu, etc. L'assuré, il suit donc les recommandations et il sait exactement où il en est. On peut faire aussi des relances automatiques sur tout ce qui est compte rendu de vérification, type rapport électrique, etc. Si dans l'année ou dans les 3 ans, parce qu'il y a des pays qui ont suivi les installations électriques tous les 3 ans uniquement, si la nouvelle vérification n'a pas eu lieu, la plateforme va émettre une alerte en disant attention, vous n'avez pas vérifié vos installations électriques depuis au moins 3 ans. Il serait bien de pouvoir y remédier rapidement. Voilà. Donc, à nouveau, il y a moyen de faire des statistiques, des tableaux, des graphiques, etc. Et donc, la filiale a une vue parfaite de ce qui se passe chez elle, tout comme le risk manager au niveau supérieur. Après, comme je le disais, vous pouvez donner accès à votre assureur, vous pouvez donner accès à un bureau de contrôle, je ne vous en ai pas parlé, mais qui peut, pourquoi pas, déverser directement ces rapports de visite directement dans la plateforme. Hein. Je pense à des rapports électriques ou des thermographies infrarouges également, des secours, ou des experts préalables qui déversent des rapports d'expertise, hein, de valorisation des biens, etc., etc.
passer au slide suivant. Alors, comme je le disais, tout ce monde-là communique par l'intermédiaire d'un système SAS. C'est la solution qui est intéressante pour l'Afrique parce que, en fait, la maintenance des outils est relativement simple, pilotée depuis la France. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour mettre à jour tout l'outil. Ça, c'est important. Et, voilà. Et puis également, comment dire, on peut l'utiliser sur tout type de matériel, c'est-à-dire c'est vraiment un développement responsive. On peut très bien le mettre sur son téléphone, sur sa tablette PC, sur son ordinateur, etc. Et voilà, le développement, c'est un logiciel, c'est un langage relativement courant aujourd'hui, très, très facile à utiliser. Et l'utilisateur ne peut pas faire de la programmation, mais il peut déjà développer lui-même pas mal de choses. Le cloud, bien sûr, est sécurisé. Nous, on travaille avec Microsoft Azure. Toutes les données sont stockées dans l'Europe, en France, aux Pays-Bas et en Irlande. Voilà pour la technologie. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour la présentation. Même question que pour Jean-Sébastien tout à l'heure. Votre présence, vos clients principaux en Afrique, qui sont-ils? On travaille avec une très grosse compagnie d'assurance qui est implantée dans une vingtaine de pays. D'accord. D'ailleurs en trois langues, hein, en anglais, en français et en portugais. Et les trois langues sont développées pour le continent africain. Donc, vos clients, c'est les assurés et assurances. Alors, on a une compagnie d'assurance, oui. Ouais. Et on a aussi, en fait, un client industriel pour qui on visite des risques industriels. On visite une trentaine, mais on va aider aussi prochainement à peu près 300 gestionnaires d'auto-évaluation sur toute l'Afrique. D'accord. Dans tous les pays. Donc, assuré et assurance, c'est vos deux objectifs de clientèle. Alors, j'ai un peu passé trop vite sur les courtiers. Alors, les courtiers, ils ont la possibilité également, en fait, d'utiliser le rapport de visite, le remplir eux-mêmes, et ensuite de faire une proposition directement, en fait, aux différentes compagnies d'assurance qui souhaitent approcher pour passer leur risque. D'accord. Donc, on a les trois acteurs, courtiers, industriels, assureurs. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Ce que je vous propose, c'est que nous poursuivions les présentations et après, on lancera le débat. Je pense que vous avez des questions de votre côté. En tout cas, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ruben Alali, qui est le fondateur de HD Rain, co-fondateur, vous êtes deux, je crois. Voilà. Et Ruben, ta passion depuis toujours, c'est la météo. Quand on entend parler de Ruben de météo, c'est des étoiles dans les yeux. C'est génial. On a envie qu'il pleuve pour qu'il nous explique encore plus comment ça fonctionne tout ça. HD Rain, à toi. Merci pour cette invitation et puis merci beaucoup pour l'introduction. Alors moi j'espère la neige demain, mais c'est une partie parce que selon les scénarios météo de demain, on ne sait pas dire. Selon qu'on choisisse le modèle américain, suisse, français, belge ou allemand, on ne sait pas dire s'il fait 0 degré avec de la neige ou de la pluie verglaçante ou 14 degrés avec de la pluie demain. Mais une chose est sûre, il ne faudra pas oublier son parapluie. Alors, HD Rain, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'observation, de la prévision et de la certification de données météo. Et on essaye de le faire à très haute définition et à très haute qualité pour répondre à deux besoins essentiels quand on voit les défis qu'on a face à nous avec les changements climatiques qu'on va subir encore pendant les années qui arrivent. C'est de pouvoir trouver des données suffisamment fiables et suffisamment de qualité pour, traiter un risque quand il se produit. C'est toute une partie de notre activité qui est de fournir de l'observation et de la prévision météo pour des organismes de sécurité civile qui vont être chargés de venir vous chercher dans l'inondation ou d'aller éteindre un feu de forêt. Donc, dans ce cadre, on travaille essentiellement avec les villes et les sapeurs-pompiers pour fournir ce type de données. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on fournit du coup des jeux de données consolidés et de la certification de données météo, notamment pour les assureurs. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser donc des réseaux de capteurs qui sont déployés par nos soins ou par des partenaires. On va également utiliser des réseaux de capteurs qui existent déjà, des réseaux de stations météo, des données satellites et des jeux de données qui proviennent d'opérateurs télécoms
qui sont impactés par la météo, donc leurs signaux sont impactés. On vient faire toute une collecte de données. On va traiter ça avec, donc on utilise des modèles avec des réseaux de neurones multicouches, donc LSTM et graphiques, ce qui nous permet d'avoir de la prévision sur de nombreux paramètres météo, et ensuite, pour le besoin notamment de l'assureur, de pouvoir certifier des données météo pour l'application de contrats classiques ou de contrats paramétriques. Slide suivant. Oui, je veux bien. Alors, ouais. Donc, du coup, comment est-ce que ça se passe? On va aller travailler avec des gens qui sont en charge de la souscription ou des courtiers ou également toutes les personnes qui vont être plutôt sur la partie risque climatique et risque météorologique. On va tenter, en tout cas, d'aller chercher les données les plus précises possibles pour venir mettre en corrélation des déclarations de sinistre et des bases de données météo. Quand on a ces deux choses en commun, on est ensuite en capacité de construire un modèle qui est spécifique, qui va pouvoir dire le jour où vous avez 45 mm de pluie en 1 heure sur cet endroit-là, compte tenu de votre portefeuille client, vous allez avoir une exposition qui va être de temps de sinistre potentiel. Et puis, on essaye d'affiner de plus en plus pour avoir des fourchettes d'indemnisation potentielle de façon très rapide dans les heures qui suivent un événement pour que directement il y ait de la proactivité au niveau des différents acteurs de la chaîne de valeur vers les gens qui ont été touchés par un sinistre. Donc ça nous permet d'augmenter la vitesse d'indemnisation, ça nous permet d'avoir des couvertures clients qui peuvent augmenter puisqu'on va mieux qualifier le risque et donc potentiellement pouvoir proposer des choses un petit peu plus étendues. Et ça va diminuer les coûts aussi puisqu'on est sur quelque chose qui sera beaucoup plus fin. Et donc, ce qu'on a pu observer dans les cas où on a mis en place ce type de solution, c'est qu'on arrivait jusqu'à des diminutions de coûts de 30% quand il y a une optimisation de la prospection ou du portefeuille client en fonction des bases de données très précises sur ce qui va se produire en termes d'inondation, en termes d'événements météo ou en termes d'utilisation d'indices paramétriques. Petit zoom sur la partie paramétrique avant de passer sur le zoom vers l'Afrique. Le rôle dans le cadre de l'assurance paramétrique, ça va être d'être agent certificateur. Donc, on est tiers de confiance. On a un porteur de risque qui va venir proposer une solution paramétrique à un client. Disons, vous avez une usine, je dis au hasard, sans penser à un exemple, voilà, que personne ne peut se reconnaître dans l'exemple. Et certaines personnes peuvent aussi se reconnaître. Vous avez une usine sur une zone inondable à Abidjan, avec des inondations pendant les saisons des pluies les plus marquées. L'idée est d'avoir une indemnisation très rapide en fonction du volume de pluie qui tombe sur une période de 6 heures. S'il y a plus de 50 mm, vous avez une indemnisation automatique grâce au calcul du paramètre. Nous, on va venir fournir le jeu de données historique qui permet à l'assureur déjà de calculer l'indice pour que le modèle soit viable économiquement, au réassureur d'avoir la capacité d'être avec un jeu de données sur lequel il s'appuie qui est suffisamment fiable pour pouvoir porter le risque, et un client qui arrive du coup à couvrir quelque chose qu'il n'arrive pas à trouver dans de l'assurance classique. Donc voilà un petit peu ce type de solution qu'on peut mettre en place. Et donc pour arriver à cette solution, il faut la base de données historique, mais aussi le suivi temps réel des données météo pour qu'ensuite, en fin de période de couverture, on puisse calculer l'indice et décider tout de suite si l'indemnisation va avoir lieu ou pas. C'est la slide suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en Afrique? En fait, il y a 250 stations qui sont référencées dans le réseau de l'Organisation mondiale de la météo. Il y a des pays qui sont complètement dépourvus. Il y a des zones sur lesquelles il n'y a pas de données qui remontent vers des réseaux classiques. Et donc, on va utiliser soit des stations quand elles existent, soit de la donnée satellite, mais qui va être avec des résolutions qui sont bien supérieures à ce qui serait nécessaire pour pouvoir sortir ce type de solution. Et donc, du coup, l'impact, c'est que l'accès aux données est quasiment impossible. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va proposer dans ce cas-là, c'est de venir installer des stations spécifiques et utiliser la combinaison entre la station et du produit satellite pour venir faire cette descente d'échelle et caractériser le risque météorologique et le risque climatique sur des sites sur lesquels il y a des actifs qui valent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros et qui cherchent des couvertures dans une assurance climatique
sur des sinistres qui peuvent atteindre quelques millions, quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions. Donc, ce qu'on a fait, et c'est un zoom ce soir, ce que je vous montre, ce qu'on a fait sur Abidjan et un secteur de production de cacao à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui accueille en ce moment la Coupe d'Afrique des Nations, pour lesquels on fournit de la donnée météo sur les deux stades, deux des stades sur lesquels il y a les matchs. On a installé 170 stations météo avec la technologie HDRI, qui permet de couvrir 25% de la population. Ces capteurs, ils sont opérationnels depuis maintenant plus de 3 ans. On a 10% de la production de cacao sur lequel on arrive à remonter de la donnée suffisamment précise pour ensuite comprendre les risques qui sont liés aux conditions météo quand on produit du cacao. Et on couvre 18 000 km². Et ça permet de mieux anticiper tout ce qui va être un risque autour de la météo sur cette zone du monde qui est frappée de plein fouet par les changements climatiques. À Abidjan, par exemple, chaque saison des pluies, il y a des inondations éclairs dans la ville qui n'étaient pas anticipées et qui maintenant sont anticipées avec ce type de solution. La slide suivante. Donc, je vous donne quelques exemples des gens avec qui on a pu travailler. Le problème principal que j'ai un peu anticipé, c'est le manque de données fiables sur Abidjan. La solution, ça a été d'installer des capteurs, donc il y en a 140 sur la ville. C'est des capteurs qui viennent se brancher derrière des paraboles de réception satellite télé. Et donc, l'approche qui était un peu différente de celle qu'on applique en Europe a été de venir avec une parabole satellite, un capteur météo derrière la parabole satellite et la télé chez la personne qui a accepté d'avoir le set antenne plus capteur météo. Donc ça nous a permis, déjà, on visait 80 sites, on en a eu 140. On a eu beaucoup plus de succès quand on a dit qu'on allait installer la télévision aux gens. Ça nous a permis de générer ensuite des prévisions jusqu'à 2 heures en avance, et on est en train de les pousser jusqu'à 6 heures en avance, et de distribuer des alertes directement aux personnes qui sont sur des zones à risque, et surtout aux personnes de la sécurité civile qui peuvent ensuite répercuter les alertes dans des zones qui peuvent se retrouver sous des inondations. Donc là, on a travaillé avec l'agence météo locale et Météo France Internationale. Une autre application sur les jeux de données, c'est ce que j'ai déjà expliqué sur la partie paramétrique, la nécessité d'avoir une tierce personne qui vient certifier, collecter et certifier de la donnée météo suffisamment précise pour des contrats paramétriques. Donc là, notamment, on travaille avec Descartes Underwriting, mais aussi AXA Climate, et on a de l'activité sur des indices de sécheresse ou des indices d'inondation sur lesquels on vient certifier de la donnée, et ça, c'est pour le compte directement de l'État. Dans ce cadre, on travaille avec plusieurs États africains pour pouvoir mettre en place ce type de solution, et on vient utiliser une combinaison entre de la donnée qui provient des capteurs et de la donnée satellite. Ce qui fait qu'en fait, on a une donnée primaire, une donnée secondaire, une combinaison des deux, qui permet aux clients et à l'assureur d'être suffisamment en confiance avec les jeux de données qu'ils utilisent pour pouvoir couvrir le risque climatique en question. Voilà, je suis déjà au bout de la présentation, je l'ai vite, mais un peu une douzaine de personnes basées entre Paris et Toulouse. On a une personne à Abidjan sur place qui est sur la partie maintenance de notre réseau de capteurs local, et on développe les activités cette année au Maroc sur la question de la ressource en eau, des risques autour de la distribution de l'eau, et ensuite, comme je l'ai dit, avec l'assurance paramétrique sur de nombreux pays en utilisant une combinaison entre de la donnée satellite et la donnée capteur. Merci infiniment, Ruben. Je l'avais dit, c'est passionnant quand on entend Ruben parler de météo. C'est formidable. Ruben, par rapport à ce que tu leur as proposé là, dans les clients, est-ce que les assureurs, est-ce qu'ils ont bougé quelque chose sur leurs produits? Est-ce que tu as senti que grâce à toi, ils pouvaient bouger quelque chose? Alors, on a notamment vu une chose, c'était la capacité sur certains risques de proposer une couverture alors qu'il y a quelques fois où il y en avait pas. On l'a vu notamment sur des zones sur lesquelles les jeux de données qui étaient utilisés n'étaient pas suffisamment précis ou pas suffisamment satisfaisants pour pouvoir sortir une modélisation du risque qui permettait d'avoir une couverture. Et donc, c'est la chose que j'ai constatée vraiment en 2023, et ce qu'on a constaté avec l'équipe et puis avec les partenaires avec qui on travaille, c'est que quand on vient apporter un jeu de données beaucoup plus précis et avec l'historique suffisamment profond pour pouvoir bien modéliser le risque, on arrivait à proposer des solutions, notamment avec du paramétrique, à des clients qui étaient dépourvus de solutions ou qui ne se posaient même pas la question de s'assurer contre ce type de risque.
sur la partie Afrique. L'exemple que j'ai cité avec l'usine est réel. Et en fait, on a un phénomène qui est l'alerting des personnes qui ont l'usine qui est dans la zone inondable, donc ils peuvent prendre des dispositions. C'est comme ça qu'on a monté le contrat, c'est-à-dire que s'ils ne prennent pas en compte l'alerte, le contrat ne peut pas fonctionner. Ah, donc c'est un contrat dans lequel il y a de la prévention. Exactement. La prévention qu'on essaie de mettre depuis des années dans nos contrats. Je crois que tu as réussi à le mettre. Bravo, bravo, merci beaucoup. Eh bien, le meilleur pour la fin, oserais-je dire. Hein, messieurs, vous ne m'en voudrez pas. Mais je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Bola Bardet, voilà, fondatrice de Soussou. Donc, Soussou, vous avez une histoire personnelle qui a été un peu compliquée, mais que de ça, vous en avez tiré une force, une conviction. Et aujourd'hui, vous êtes persuadé que la santé pour tous est accessible au niveau de l'Afrique. Je vous laisse le Florence. Merci beaucoup. On travaille en tout cas. Donc, bonsoir à tous. Merci encore pour cet accueil. Donc, je suis Bola Bardet. Je suis franco-béninoise, c'est une française. On a l'endroit si on veut. Et je suis ce qu'on appelle de la diaspora africaine, donc des Africains expatriés en dehors de leur pays d'origine. Et effectivement, donc, je suis née de histoire personnelle. Donc, ma famille était restée au Bénin, mon papa notamment, qui est tombé malade, qui a souffert de maladies chroniques, et qui, malheureusement, est décédé en 2017, sans que j'ai pu rien y faire. Donc, il y a d'abord une crise. Il m'a été annoncé au téléphone et j'ai senti mon impuissance sur les 3 jours qu'a duré ce pandémie. Et c'est de ça que se soigner, donc en 2019, avec pour mission de rendre la santé accessible et abordable sur le continent africain. Alors, Soussou a été fondé en 2019, on est bientôt une quarantaine d'employés. Peut-être remonte un petit peu la voix. Voilà. Okay. Tu montes un tout petit peu le. N'hésite pas à clamer jusqu'en Afrique ta conviction. On sera très heureuse de l'entendre. Est-ce qu'on va? C'est mieux? Voilà, c'est bon. Okay. Donc, on est une quarantaine d'employés répartis sur 4 pays. Donc, le siège, la holding est en France. On est une quinzaine d'employés en France, une vingtaine sur la Côte d'Ivoire, et puis ensuite, il y a le Sénégal et le Cameroun, où les effectifs sont un peu plus réduits. Et on a à ce stade 20 000 clients clients. Alors, donc, on est parti d'un constat simple, c'est qu'en fait, tous les moyens sont ouverts pour que le secteur de la santé et de l'assurance santé explose sur le continent. On a une démographie qui explose, on a une classe moyenne qui progresse, donc des capacités de traitement qui progressent, une espérance de vie également qui progresse, vraiment hallucinant. On a pris 25 ans sur les 30 dernières années d'espérance de vie, donc c'est énorme. Donc, malheureusement, c'est accompagné par des maladies chroniques qui explosent à cause d'un mode de vie plus sédentaire, d'une alimentation qui est trop riche, etc. Donc, on a plus de gens qui vivent plus longtemps, avec de plus en plus malades et avec un pouvoir de donc, normalement, ça devrait être un marché plutôt florissant pour les assureurs en ce qui concerne la santé. Et le paradoxe, c'est que malheureusement, en fait, on a une pénétration de l'assurance santé qui est assez basse sur le continent, seulement 3%. Et quand on regarde même dans les pays où nous, on est actifs, on est plutôt autour de 1%. Donc c'est hyper bas. C'est-à-dire que 99% de la population n'a pas accès à l'assurance santé, d'accord? Ni public, ni la CMU, qui n'existe pas dans les pays où nous, on est actifs. Et en plus de ça, c'est une double punition pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Quand on prend maladies chroniques, diabète, hypertension, qui explosent complètement sur le continent, et je prends également l'exemple des femmes enceintes, parce que nous, on s'y est intéressé particulièrement également. Évidemment, on sait que l'Afrique a l'un des plus forts taux de natalité sur le continent, mais malheureusement, ça vient avec un taux de mortalité également important. Et donc, c'est ces catégories de la population que j'appellerais les personnes vulnérables. On peut passer à la slide suivante. Ont malheureusement un accès compliqué à l'assurance maladie. Donc, elles sont encore plus punies que le reste de la population parce que déjà, il y a une question de conditions préexistantes qui les excluent de facto.
de l'assurance maladie. Par exemple, quand on a plus de 60 ans, on n'a plus accès à l'assurance. Lorsqu'on a une maladie chronique, en général, c'est très, très difficile d'avoir accès à une assurance. Lorsqu'on est une femme enceinte, soit on a une période de carence de 9 mois, c'est bizarre, les 9 mois, c'est étonnant, ou alors la prime est multipliée par 3. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour ces populations vulnérables-là d'accéder à l'assurance maladie. Et en plus de ça, malheureusement, c'est les conditions qui, lorsqu'on met en place les bonnes actions, sont évitables, en tout cas sont, on va dire, améliorables. Et malheureusement, les personnes sont livrées à elles-mêmes en termes d'information, en termes de prévention. Donc, c'est la mission qu'on s'est donnée chez Soussou, c'est d'améliorer la solution, le problème. Donc, on passait à la slide suivante, dans une approche à 360 degrés et focalisée sur la patientèle vulnérable, aussi bien sur l'offre de santé que sur le financement de la santé. Donc, si on passe à la slide suivante, donc, Soussou propose donc une combinaison d'assurance maladie et de ce qu'on appelle les bouquets de santé que je vous présenterai tout à l'heure, qui peuvent être financés par les membres de la famille partout où ils habitent dans le monde. Et ça vient un peu de mon histoire personnelle. Pourquoi on a voulu se pencher sur la question du financement? On sait qu'aujourd'hui, la diaspora africaine, qui est des millions de personnes dans le monde, envoie 100 milliards d'euros tous les ans à leurs proches en Afrique. 100 milliards d'euros. Donc, c'est une somme qui est énorme. Il y a des pays comme le Sénégal où c'est 15% du PIB qui est envoyé par la diaspora. Et donc, dans ces 100 milliards d'euros, 20% ou 20 milliards sont dédiés à la santé des proches. Donc, la manne financière est déjà là pour financer la santé des proches. Malheureusement, cet argent, il n'est pas bien exploité. Parce que quand il est envoyé par Western Union et compagnie, il finit détourné. On n'est pas sûr. En tout cas, on est sûr qu'en général, il est très peu utilisé pour la raison initiale. Donc, il y a une frustration, il y a une manne financière qui est là, mais accompagnée d'une frustration des membres de la diaspora. Donc, on propose aujourd'hui aux personnes de la diaspora, partout dans le monde, de pouvoir souscrire pour le compte de leur papa, leur maman, leur frère, leur sœur, à une solution qu'on propose pour le compte de ces personnes-là qui sont dans leur pays d'origine. Et donc, les solutions, c'est des bouquets de santé que je présenterai tout à l'heure. Et on propose également de l'assurance, on est courtier en assurance, on travaille avec tous les assureurs et on développe notre propre réseau médical. Donc, pour aller dans le détail des offres qu'on propose, donc les bouquets de santé, c'est une innovation dont on est plutôt fiers. Parce qu'au départ, on s'est dit, on va faire de l'assurance. Donc, on va être courtier en assurance, on va proposer des assurances. On s'est rendu compte que, en fait, il y a peu de personnes qu'on pouvait couvrir avec l'assurance. Encore une fois, les personnes vraiment vulnérables n'avaient pas accès à l'assurance. Et nous, on n'est pas assureurs, donc on ne pouvait pas forcer la main aux assureurs. Donc, on a eu l'idée de proposer une alternative à l'assurance à ces populations vulnérables qui permet non seulement de financer un parcours de soins, mais également de leur apporter le support en termes de prévention, en termes d'accompagnement, qui leur permet d'améliorer leurs conditions et d'éviter les complications. Donc, quand on prend un bouquet de santé, on parle d'une femme enceinte, encore une fois, très difficilement assurable. Un bouquet pour une femme enceinte, un bouquet maternité chez nous, ça va contenir toutes les prestations nécessaires pour son parcours de soins. Donc, il va y avoir un certain nombre de consultations prénatales, il va y avoir l'accouchement qui va être inclus, des consultations postnatales, donc préfinancées et payables sur 10 mois. En plus de ça, il y a une couche de prévention. Donc, elles ont accès à des informations à travers une app, elles sont connectées, elles ont accès à des conseils, des vidéos, elles ont un chat pour pouvoir poser des questions, avoir des réponses dans les 2 heures de sage-femme, de gynécologue, etc. Et puis, il y a la conciergerie qui leur permet, en fait, quelque part, de les accompagner dans leur parcours de soins. Ça veut dire que leurs prochains rendez-vous médicaux sont automatiquement planifiés avec des rappels, etc. Elles n'ont plus qu'à se laisser aller et profiter pleinement de leurs grossesses. Donc, c'est le même modèle qui est répliqué pour les maladies chroniques, pour le diabète, pour l'hypertension. Et puis, à côté, on propose de l'assurance. On est courtier, comme je disais, on travaille avec tous les assureurs, on propose de l'assurance locale, internationale, etc. Donc, slide suivante, c'est un peu le détail d'un bouquet de santé pour les femmes enceintes, les maladies chroniques. Donc, à la suite, c'est vraiment thématisé. Et donc, évidemment,
le digital, on n'est pas que digital. Hein. Pour nous, la santé ne peut pas être que digitale, on n'y croit pas. Donc, pour nous, c'est la bonne combinaison d'humain et de digital. Mais le digital, elle aide beaucoup. Donc, on a une application pour chaque pathologie qu'on va accompagner. Donc, une femme enceinte, elle va avoir son application qui s'appelle Mamacare, qui est téléchargeable sur iOS et sur Android. Elle a accès, elle va juste rentrer 2-3 informations, elle pourra suivre son calendrier de grossesse, stocker ses informations de grossesse, avoir accès à des vidéos, des articles, chatter, et puis suivre également son abonnement à travers. Et puis, on a également des plateformes pour les professionnels de santé, des plateformes internes, etc., un back-office qui permet d'automatiser un peu le parcours de soins. Donc, la slide suivante. Ouais, c'était une slide de transition. Donc, pour nous, en fait, notre stratégie est basée sur 4 axes. Donc, le premier axe, c'est le fait de proposer une panoplie d'offres qui est complète. Donc, ce n'est pas uniquement les personnes en bonne santé, mais c'est également les personnes les plus vulnérables. On veut vraiment pouvoir apporter des offres de santé à tout le monde. Deuxièmement, la qualité d'humain, donc à travers le réseau médical qu'on va former, c'est un réseau qu'on essaie de certifier à travers un processus de screening qui est bien établi, à travers des processus, des contrôles et à travers les feedbacks des clients qu'on recueille également sur les prestations qui leur sont délivrées, le digital comme je l'ai dit. Et pour finir, pour nous, c'est très important cet aspect-là. On peut avoir les bons médecins, on peut avoir toute la technologie, mais si les gens ne sont pas en mesure de payer pour leurs prestations, en fait, c'est tout ce qu'on fait est vain. Donc pour nous, le financement des solutions qu'on propose est au cœur de notre dispositif. Donc à chaque fois qu'on pense un service, on pense directement aux moyens de financement, quitte de la diaspora. Donc c'est un peu le cœur de notre activité aujourd'hui, c'est 90% de notre chiffre d'affaires. Et là, donc la slide suivante, on est en train de chercher un autre type de financeur. Donc, on travaille sur un autre type de financeur, c'est l'employeur, donc le corporate employeur. Donc, on est en train aujourd'hui de lancer une activité B2B corporate pour pouvoir proposer nos solutions aux employeurs pour le compte de leurs salariés qui peuvent financer. On a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, quand on va en entretien, on est employé, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que vous proposez pour moi, pour mes proches. Donc, on pense pouvoir proposer des offres différenciantes sur le B2B par rapport aux offres classiques d'assurance qui sont proposées aujourd'hui à travers une combinaison d'offres individuelles sur les personnes vulnérables, l'accompagnement, la prévention, le management de contrat, la facilité de paiement qu'on propose. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait les plus de 10 minutes. Merci beaucoup. Voilà, c'était très intéressant. Merci infiniment de votre partage de cette passion. Voilà, du coup, vous parlez aux assureurs, vous parlez aux assurés, vous êtes qui? Vous êtes une banque, un courtier, une entreprise. Comment vous vous définiriez en sous-sous? Parce que c'est fantastique tout ce que vous faites. Oui, quelque part, on ne sait pas si on est une fintech, une insurtech ou même une health-tech. Oui, c'est ça. Exactement. Au carrefour des trois. Ouais. Donc, nous, on n'a pas besoin de se coller une étiquette, on est un facilitateur. Nous, notre objectif, c'est de rendre la santé accessible et abordable sur le continent africain et on veut travailler avec toutes les bonnes volontés qui vont nous aider à arriver à cette mission. Donc, aujourd'hui, on travaille avec des assureurs pour les courtiers, on propose des offres d'assurance, et on peut également travailler avec eux pour être fournisseurs de services. Donc, les services qu'on propose aujourd'hui pour la prise en charge des femmes enceintes, pour la prise en charge des personnes diabétiques et hypertendues, ne sont pas proposés par les assureurs actuellement. Donc, on peut travailler avec eux pour proposer nos services en inclusion à leur portefeuille de clientèle. On travaille avec les professionnels de santé parce qu'on va les chercher pour opérer les services qui sont proposés. Et puis, on espère pouvoir travailler avec des organisations philanthropiques comme financeurs également. Donc voilà, on pense pouvoir travailler avec tout un tas de personnes qui peuvent contribuer à la mission. Et est-ce qu'un jour, vous pourriez avoir, pour compte de tiers, en fait, proposer vos services en financement en disant, l'oncologie, par exemple, mon assureur, c'est l'oncologie, je veux pouvoir la financer et donc devenir la plateforme de l'oncologie pour cette assurance, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisageable. C'est vraiment comme ça que vous envisagez la suite éventuellement. Exactement. Et on pense et on espère même qu'à terme, on arrivera à convaincre les assureurs qu'on peut innover en termes d'assurance pour des populations qui semblent très risquées. Et c'est notre objectif. C'est vraiment faire converger
le service de la santé et l'assurance. Sur un continent où la notion de service est encore très limitée, on va dire, de la part des assureurs. Voilà. Merci infiniment, Bola. Alors, écoutez, merci pour ces 4 présentations extrêmement riches. Il nous reste du temps pour les questions et peut-être pour le débat. Alors, je vais prendre les caméras. Je vais déplacer un tout petit peu la caméra vers vous. Je ne sais pas si on vous voit et comment on vous voit, mais l'important, c'est qu'on vous entende. C'est surtout ça. J'avais envie de vous demander à tous les 4, finalement, alors vous aviez tous la data et l'humain, mais quand la data n'existe pas, comment on fait? Comment on fait pour la travailler? Comment on fait pour la mettre en place? Et comment on va la rendre un peu robuste? Parce que on sait, hein, nous, la data, sur la tech sur la data, on ne sait pas faire. Donc, comment est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qui veut prendre la parole entre vous? Jean-Sébastien? Oui, ça va sans doute se regrouper avec Elderain, mais Elderain, c'est ça, hein? Elderain. Elderain, ouais. Parce qu'effectivement, la data, quand on l'a pas, on ne va pas l'inventer. Même en recoupant d'anciennes data, etc., on ne l'inventera pas. Le sujet, je regarde tout ce qui est intelligence, tout ce qui est compliance, enfin conformité, etc., gestion des risques sur l'exemple tout bête, le registre des sociétés d'une société qui est enregistrée au Somaliland. Déjà, pour avoir accès au registre des sociétés au Somaliland, il faut le trouver. Il existe, hein, Ouais. mais il faut le trouver. Et une fois que vous avez ça, il faut pouvoir avoir accès à la donnée, en fait, à l'information qui est à l'intérieur de ce registre. Et ça, les data providers classiques, type Moody's ou d'autres, qui ont beau être leaders du marché, etc., ne parviennent pas, en fait, à fournir cette information. Donc, la seule solution qu'il y a pour le moment dans nos métiers, c'est effectivement d'avoir recours à des spécialistes qui connaissent la zone ou qui, en tout cas, peuvent avoir accès à cette information par de la recherche. Une fois qu'on a ça, on peut remplir cette mission. Mais ce n'est pas de la data à proprement parler qu'un outil SaaS, qu'une techno, en fait, pourrait relever. Le sujet aujourd'hui, il est énorme en fait, et je me rendais compte en voyant votre PowerPoint, la cartographie, notamment des capteurs météo, en Afrique, Namibie, Angola, personne. Étonnant. Voilà, c'est quand même c'est un vrai sujet, alors que quand on est sur le terrain, je connais relativement bien Angola, on a des informations sur la météo, y compris nationale. Donc, bon, s'il n'y a pas de capteur, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas d'informations sur la météo. Mais donc voilà, il faut installer des capteurs. Donc, il faut passer par la partie numérisation, que ce soit des capteurs, captage, des capteurs météo, mais que ce soit ouais, des capteurs effectivement d'informations sur de la cartographie. Tout simple. On a Google View en Europe. Vous allez vous balader même dans les rues. Alors, ce n'est pas parfaitement à jour, mais vous arrivez à reconnaître un bâtiment, une rue, un pétale, etc. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont en train de mettre en place ça dans une partie de l'Afrique, une partie, je dis bien, et c'est effectivement l'Afrique de l'Ouest, francophone, on a de la chance, en partie. Et donc, pour le moment, on en est là. Qu'est-ce que ça sera dans 5 ans? J'ai tendance à penser que ça explose parce qu'on est déjà tous dessus. Mais en tout cas, avant 2030, c'est le vrai sujet, il est là, quoi. Le vrai sujet là. Je rebondis juste sur la carte, hein. Effectivement, il n'y avait pas de points sur ces pays-là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de station, c'est parce que la donnée est cloisonnée et n'est absolument pas partagée. Et donc, en fait, l'objectif était aussi de montrer déjà 250 points. Il faut savoir, en France, on a 6000 stations. Donc, même s'il y en a 2 ou 3 fois plus dans les faits, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas partagées, on se retrouve quand même dans une situation où on a un facteur 100 entre le nombre qui est installé sur le continent européen ou le continent américain et ce qui est installé sur le continent africain. Et alors, du coup, toute cette partie de numérisation, qu'est-ce qui va financer? Parce qu'en fait, il va quand même falloir... est-ce que c'est les États? Est-ce que c'est les sociétés privées? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que ce sont les particuliers? Finalement, on va devoir quand même à un moment, ou alors est-ce qu'une fois de plus, ce sont les Américains qui, avec leurs données, vont numériser contre finalement les usages? Je vais prendre un exemple tout bête, c'est celui du Sénégal avec les cartes d'identité.
aujourd'hui, on est au Sénégal sur une numérisation. Enfin, l'État sénégalais a commencé effectivement à numériser en fait toutes les données d'identité. Donc, les cartes d'identité, le registre des cartes d'identité est numérisé. Et alors, tout le Sénégal n'est pas numérisé, clairement. Enfin, les cartes d'identité des Sénégalais ne sont pas toutes numérisées. Au fin fond du Sénégal, ce n'est pas le cas. En revanche, sur les capitales et les grandes villes, oui. Donc, on est là, c'est effectivement. Pour répondre à votre question, ce sont plutôt les États. C'est le travail des États, en fait, de numériser en partie, en fait, à la fois les données de leurs entreprises et les données de leurs citoyens. C'est évident. Mais les sociétés. À Abidjan, vous verrez comment la ville est cadrée complètement de caméras qui permettent, mieux qu'en France, d'identifier chaque véhicule pour savoir si la voiture est correctement assurée, si le contrôle technique a été fait. Bien sûr. Ça, c'est la ville d'Abidjan qui en a décidé, compte tenu du développement énorme de la population qui vient maintenant grossir ces villes. Il y a des choses à faire pour arriver. Donc, ils sont conscients de ça. Ils sont tout à fait conscients, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, j'ai vu à Abidjan, on a fait un table ronde avec des gens qui s'occupaient de ça. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. C'est un réel besoin. En fait, sinon, ça va être un embouteillage monstre. Enfin, je veux dire. Ouais, tout à fait. En fait, il y a une étape qui est en train d'être sautée. C'est-à-dire que vous regardez l'Europe, on a mis 20 ans à faire ça. 30 ans, 20 ans. Ce qui se passe en Afrique, alors je ne vais pas dire dans toute l'Afrique, parce que c'est très compliqué de dire toute l'Afrique. En tout cas, dans une partie de l'Afrique, je vais prendre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, effectivement, il y a un saut quantitatif qui est énorme. C'est-à-dire qu'on est passé de quasi rien à presque plus important que l'Europe, en fait. Justement sur la vidéo intelligente, sur la reconnaissance, pas faciale, parce qu'ils n'ont pas encore le droit, mais en tout cas la reconnaissance des plaques d'immatriculation. On en est là, quand même. Donc, ça me fait penser au Liban. Oui, alors le Liban s'est complètement écroulé pour le coup. Voilà. Il n'y a plus d'État au Liban. Non, mais au lendemain, enfin, le Liban n'a jamais eu de réseau fixe de téléphone. Mais en fait, au moment où ils sont sortis de la guerre civile, c'est le réseau numérique, c'est Itinéris, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'est déployé partout, et jamais personne n'a eu de réseau fixe, on n'en a pas eu besoin, pas eu de réseau fixe. Et finalement, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, le continent, ou en tout cas certains pays du continent, vivent on va pas passer par certains stades de maturité ou de problématiques dans les différents pays. Pendant les préparations, Patrick, vous me parliez de Sigma 7, de votre maison mère, qui avait aussi des éléments. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Ce n'est pas le but d'en parler aujourd'hui, mais non, c'est pas grave, on peut toujours en parler. Bon, effectivement, moi aujourd'hui, je travaille aussi pour Sigma 7, qui est une société de prestation de services, exactement, même plusieurs sociétés. Et une d'entre elles est Intelligence Fusion, qui tout simplement enregistre tous les événements qui peuvent se passer en fait dans tous les pays du monde. D'ailleurs, c'est pas uniquement que l'Afrique, mais Afrique compris. Et tous ces éléments-là sont enregistrés de manière à ce que quand quelqu'un a besoin d'une information pour acheter une entreprise ou pour simplement faire un déplacement professionnel ou pour savoir exactement quel est le climat dans un quartier, il suffit de consulter la plateforme et on sait exactement ce qui s'y passe. Et ce sont des informations en temps réel, c'est-à-dire c'est quasiment des agents qui sont un peu partout dans le monde et qui alimentent la plateforme au quotidien. Super. Alors, on a plein de questions sur le réseau. Donc, du coup, voilà, je suis un assureur ayant exercé pendant des années. Comment Soussou, pense révolutionner la santé, sachant que c'est une branche déficitaire? Je l'entends à longueur de journée. Alors, voilà. Vu que vous êtes une banque, un assureur, un courtier, ouais, ça, c'est aussi un paradoxe. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'un des secteurs où il y a le plus de demandes en matière d'assurance, c'est sur la santé. Et en même temps, les assureurs n'arrêtent pas de se plaindre que le secteur est déficitaire. Pour moi, il y a beaucoup de choses déjà à faire pour optimiser la gestion de l'assurance santé. Donc, il y a un travail de lutte contre la fraude qu'il faut faire, et ça passe par la digitalisation. Il y a un travail de réduction des frais administratifs. Je ne veux pas passer pour une donneuse de leçons, mais
En fait, nous, les constats qu'on fait sur le terrain, c'est qu'il y a une couche d'administratif où on est encore... c'est en train de changer. Il faut dire les choses comme elles sont. La bureaucratie. Ouais, ça change. On n'a pas ça. On digitalise. Non, prenez ça comme modèle chez nous, on n'a pas ça. Non. Bien sûr. Donc, la digitalisation aide énormément déjà les assureurs à optimiser la gestion des contrats pour vraiment baisser les coûts des frais. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur ces deux éléments-là. Donc, toute la couche administrative a vraiment dégraissé, excusez-moi le terme. Et puis, deuxièmement, le travail de lutte contre la fraude. C'est un secteur d'avenir. Pour moi, l'assurance santé, les gens, ils ont besoin de ça. Donc, quand il y a une demande, je pense qu'il y a une offre qui peut être profitable, qui est là. Et puis, nous, en fait, le travail qu'on fait, c'est de dire, en attendant qu'on en arrive à ce niveau de maturité sur la partie assurance santé, on propose des services qui ne sont pas de l'assurance. Encore une fois, les bouquets de santé ne sont pas de l'assurance, hein. C'est des packages de services, un peu comme un bouquet canal pour les Africains. Donc, c'est un package de services qui adresse une verticale de santé, voilà, avec une marge prédéfinie, sans notion de risque intégrée. Et pour nous, on arrive à notre petite échelle, encore on est tout petit, à être profitable sur ces offres qu'on propose. C'est presque une prévoyance, en fait. Exactement. Une assurance. Exactement. Vous êtes plus dans parce que voilà, vous êtes plus dans la prévoyance. Ça arrive, c'est organisé, et finalement on va pricer sur le fait que ça puisse vous arriver. Exactement. Voilà. En négociant en amont les tarifs avec les professionnels de santé pour pouvoir avoir un service qui est à la fois abordable avec des marges intéressantes. Donc pour nous, l'innovation est la seule manière d'arriver à rendre le secteur profitable. Et ça, j'entends souvent que ça ne l'est pas. J'entends. Nous sommes très très bons là-dessus. Ruben, j'ai l'impression que j'ai deux questions pour toi. Comment pensez-vous améliorer l'assurance paramétrique dans la mesure où il y a un vrai problème de collecte des données? Ça, c'est le premier. Et le deuxième, quid des experts formés à analyser ces données, notamment sur les risques agricoles, mauvaise expérience de sinistre agricole au Congo. Je ne sais pas si tu connais ça. Alors, je fais des éléments de réponse. Sur le premier, ce qui est sûr, c'est qu'en intervenant en tant que certificateur, on donne accès à une base de données qui est très importante et qui permet ensuite d'être certain qu'avec une donnée fiable, le risque sera porté ou couvert. Donc déjà, ça permet d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent accéder à ce type d'offres en paramétrique pour de l'assurance climatique. Et on l'a constaté, c'est ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où, grâce à la constitution d'un jeu de données consolidé et expertisé, on arrive à trouver le bon modèle pour pouvoir prendre la couverture. La deuxième question sur la partie agricole, j'en ai pas du tout parlé, je vous ai juste évoqué qu'on couvrait 10% de la récolte de cacao. C'est un challenge immense. C'est-à-dire que on distribue notre donnée au groupe qui est chargé de faire le trading de ces matières premières, donc sur café, cacao, vanille, épices. Donc on travaille avec le groupe qui fait du trading, mais qui vient chercher en bord champ la production, mais qui n'a pas vraiment de moyens d'intervenir quand il voit des conditions météo dégradées au niveau des producteurs. Et donc là, c'est vraiment l'étape suivante, c'est d'aller jusqu'à l'endroit où il y a une personne qui peut faire une action quand il y a des mauvaises conditions météo. On n'y est pas encore et je confirme que c'est très difficile d'avoir le bon niveau d'expertise et surtout, au-delà du niveau d'expertise, juste une distribution correcte de l'information, puisqu'on s'est retrouvé dans des situations sur lesquelles on a l'information qui descend jusqu'au niveau des gens qui savent gérer finalement la variation des prix sur les cours boursiers, mais pas forcément les gens qui peuvent répercuter un changement de pratique le jour où il y a trop d'eau, pas assez d'eau, où il y aurait un traitement très simple à effectuer pour pouvoir sauver une récolte au niveau des cabosses et des fèves de cacao. Donc c'est un défi, c'est très difficile d'y répondre actuellement, mais je pense qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se constituer là-dessus et qui va permettre d'avancer dans la bonne direction. Les human tech, en fait, qui vont arriver derrière. Exactement. Quelque part. Ouais. Parce que finalement, la tech ne fait pas tout. On a besoin absolument de l'humain et de son expertise. Déjà pour créer ce que vous avez créé, hein, bravo, parce que vos présentations sont passionnantes, mais aussi pour analyser ce qui se passe sur le terrain, la data aujourd'hui, quand on arrive à la collecter, quand elle arrive à être à peu près fiable, à peu près intéressante. De toute manière, aujourd'hui, on a besoin de l'humain pour
pour la compiler et en faire ressortir la quintessence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que certains veulent encore poser des questions à nos quatre panélistes? Monsieur Maniel, vous avez aussi une question pour l'installation des capteurs. Est-ce qu'il y avait besoin des autorisations? Comment vous avez fait sur le plan? Alors, en France et en Europe, on installe sur les... Ouais. Moi, je vais expliquer le contexte, mais oui, effectivement, je vais zoomer en Afrique. On installe sur les bâtiments des casernes de pompiers, qui ont une distribution qui est phénoménale. On a une caserne tous les 4-7 kilomètres. Donc ça nous fait l'un des réseaux les plus denses possibles en termes de data. Effectivement, sur les pays sur lesquels on a fait des installations en Côte d'Ivoire, celui sur lequel j'ai le plus d'expérience, parce que c'est de loin le premier pays équipé derrière la France. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu déjà des autorisations au niveau du service météo national, ce qui a énormément facilité les choses. Mais dans l'ouest du pays, on est passé par les chefs de village, dans les endroits où on a mis les plantations. Et donc, en fait, on amène un kit solaire, une antenne parabolique qui permet de capter la télévision, le téléviseur, et il y a le capteur météo. Donc, derrière, on s'est retrouvé dans une configuration, on avait en fait socialement tout de suite la capacité de faire valider le projet, puisqu'on apportait quelque chose à la collectivité qui était, enfin, au territoire, à la collectivité qui était sur place et qui avait un intérêt direct, c'est-à-dire un kit solaire qui permet d'avoir un point d'éclairage dans un village. Le chef du village va tout de suite l'accorder et faire en sorte que la station météo, elle continue à remonter la data. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des équipements qui, au bout de 3 ans, j'ai pas fait de maintenance. Et on continue à recevoir la donnée parce qu'en fait, on est sur un système où il y a du gagnant pour les gens qui accueillent ce système-là et du gagnant pour nous qui récoltons la data. Tu as mis combien de temps à déployer Pour le système dans l'ouest, sur les plantations de cacao, on a mis 10 jours pour mettre 20 capteurs. Et sur Abidjan, on a mis 3 semaines. Et il n'y avait pas des peurs ou des craintes parce que c'est des politiques sur les... Non, pas du tout. L'endroit où on a le plus mis de temps à sortir les capteurs de douane, c'est le Maroc. Puisqu'il fallait faire voilà. Mais du coup, dans tous les pays sur lesquels on est allé installer, en tout cas où on a fait le travail de choisir notre Incoterm et notre expédition pour avoir des équipements qui arrivent dans le pays, celui sur lequel on a eu le plus de travail en amont, c'était sur le Maroc. Mais non, il n'y a pas eu de peur. Il n'y a pas eu de peur. Il y a eu la météo parle suffisamment aux gens, je trouve, pour que quand on montre en plus, après, j'ai pas montré de carte. Mais dès qu'on montre une carte de voilà, le système, en fait, il va servir à faire ça, finalement, quelle que soit la région du monde, même sur une région sur laquelle il n'y a pas cette vision 3D de la pluie ou de la température, tout le monde sait l'imaginer via ce qu'il a déjà vu sur des applications météo, etc. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Patrick, vous pourriez embarquer cette solution aussi dans Optivia sur les dommages. Ça pourrait être intéressant finalement. Oui, Optivia, mais c'est un peu plus difficile de détecter les incendies, quoi. Les coordonnées GPS, non mais les coordonnées GPS. Ah, les coordonnées GPS, oui, bien sûr. Avec du coup, demain, de toute manière, on va en avoir besoin toujours pour le dommage paramétrique sur ces coordonnées GPS. La plateforme avec une adresse donne déjà les coordonnées GPS. Alors, pour l'Afrique, c'est un peu plus difficile dans certains pays parce que bon, des fois l'adresse ne correspond à rien. Mais sinon, dans pas mal de pays, ça correspond bien. Ouais. Alors, j'ai une question pour vous, c'est la dernière, et à chacun vous répondez, si vous voulez bien. Et après, je passerai la parole à Pierre Molodot, qui me fait plaisir d'être là, qui est le secrétaire général d'Insurtech, qui va conclure, après avoir redonné la parole, il redonnera la parole après à Marc de Pombo. Du coup, ma question, c'était, est-ce que vous pensez qu'il y a des difficultés particulières, alors au-delà de la data de ce qu'on a dit, à être en Afrique? Et si vous deviez être, vous, start-up, en disant, écoutez, s'il vous plaît, j'ai besoin de ça pour y arriver, parce que ça me bloque, ce serait quoi? Est-ce que vous auriez, pour nos auditeurs qui sont là-bas et qui se disent, bon, bah, moi, ça m'intéresse, mais en fait, finalement, en start-up, on voit bien que ce soit en Europe ou en Afrique, hein, on est tous dans le même bateau, là, d'Insurtech, on a des blocages majeurs sur certaines structures, business model. Voilà, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'on aura envie de dire en Europe, mais aujourd'hui, on parle de l'Afrique. Et qu'est-ce qui est le blocage majeur qui vous empêche
finalement de déployer votre proposition, finaliser, de convaincre que ce que vous faites, c'est fantastique. C'est vraiment intéressant. Voilà, vous avez une idée? Alors, il y avait une première question qui était est-ce qu'on a des difficultés? Voilà, l'Afrique, absolument. Moi, enfin, ma réponse est simple, c'est-à-dire que j'aimerais être nulle part ailleurs. C'est-à-dire que pour nous, c'est un terrain de jeu parce qu'il y a tout à faire. Et voilà, les marges de progression, de faire du leapfrog sont exceptionnelles. Donc, on s'éclate vraiment. Voilà, on essaie des trucs, on expérimente. Et vraiment, je pense que cette capacité qu'on a en Afrique, on ne l'aurait sur aucun autre continent aujourd'hui par rapport au progrès qu'il y a à faire en termes de prévention, en termes de santé également. Et en termes de blocage, bon, moi j'ai envie de dire, pour nous, voilà, c'est une mission qui est ambitieuse, comme vous l'avez vu, et on ne peut pas le faire seul. Donc, on a besoin d'être accompagné par des assureurs partenaires qui croient en l'innovation, qui croient à la capacité de changer le statu quo, parce qu'effectivement, l'assurance est déficitaire, parce que les gens veulent de l'assurance, parce que les gens veulent l'accès à la santé. Donc, réconcilier ce paradoxe-là, voilà, c'est ce genre de personnes qu'on cherche pour nous accompagner. Et évidemment, bon, je suis désolée, c'est pas très original, mais voilà, en tant que start-up, on cherche du financement. Donc, désolée. On a des financements dans la salle. Voilà. C'est formidable. Qui veut prendre la suite? Qui veut parler? Moi, je peux enchaîner sur la partie financement. En fait, l'un des plus gros obstacles qu'on a eu, c'était de convaincre de la partie investissement qu'on allait avoir un retour sur investissement. Et donc, du coup, la chose qui ralentit le déploiement de la solution, c'est ce risque financier important, c'est à la fin de ne pas être payé. Comment est-ce qu'on trouve la solution pour pouvoir couvrir ce risque de ne pas être payé avec certains acteurs locaux. Donc, soit on choisit des partenaires qui sont en capacité de venir faire le tampon et d'éviter de se retrouver dans une situation où on a délivré quelque chose et on n'a pas de retour financier dessus, ou soit on arrive à être suffisamment bien implanté dans l'écosystème pour pouvoir pallier directement à ce risque-là. Ouais, très bien. Très intéressant. Merci. Patrick? Nous, c'est la difficulté, c'est aussi du financement, en fait, parce que l'Afrique, c'est quand même un très grand continent avec de très nombreux pays et ne serait-ce qu'au niveau commercial, ça peut coûter très cher, en fait, de développer les solutions. Je pense que nous, la technique, elle peut être exploitée partout, mais seulement, on n'est pas suffisamment connu, en fait, et se faire connaître, bon, c'est bien, le digital, c'est bien, mais la présence humaine, c'est aussi important. Et ça veut dire beaucoup de voyages et beaucoup d'investissements financiers pour développer une plateforme telle que la nôtre. Et donc, si on veut éviter ça, il faut avoir quelques sponsors, effectivement, des compagnies d'assurance relativement importantes pour nous aider à déployer ce genre d'outils. Et est-ce que vous voyez un blocage particulier, j'entends la partie financement, hein, mais un blocage particulier dans certains pays ou par rapport à votre solution, ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous vivez de toute manière en Europe, de la même manière par rapport à l'Afrique? Il n'y a pas de différence particulière Non, je pense qu'on est de la même manière, sauf que la différence près qu'on est plus proche, effectivement, pour se déplacer et puis voilà, prendre la solution quand il y a besoin. Voilà, c'est toujours ça une des difficultés. Jean-Sébastien, je tourne la caméra. Non, je réfléchis encore à la question. Oui, je vous en prie. Les difficultés, nous, qu'on a, simplement une petite société, une start-up, donc on débute d'une certaine manière. Après, les difficultés qu'on a évoquées pendant cette entrevue, c'est effectivement pour travailler la collecte de la data et la vérification en fait de la data. Moi, le risque que je vois principal, alors, effectivement, comme mon voisin, je suis assez d'accord sur le fait que il y a une proximité entre le continent africain et l'Europe. Il y a comment dire une jumelité, enfin, non, je ne sais pas comment exprimer ça, mais en tout cas une corrélation. Une corrélation, oui, une corrélation entre nos deux continents. Il y a la diaspora, il y a évidemment des synergies qui sont possibles. La grande question, en fait, pour moi, professionnel de l'intelligence, il s'agit plus du risque de corruption, en fait, que je vois à la fois pour nos clients,
européens qui vont effectivement là-bas. Pour les clients qui sont africains, en fait, les 3/4 des missions que j'ai, c'est corruption, en fait. Ah ouais. Abus, corruption, fraude ou difficulté à identifier en fait un partenaire. Donc C'est l'éthique ouais, des affaires l'éthique des affaires. est un véritable obstacle. Alors c'est pas un véritable obstacle, mais c'est un obstacle. C'est un obstacle. Ah oui, j'entends. Et donc, je veux dire, effectivement, ça passera par la numérisation, ça passera par la digitalisation, Ouais. à la fois des pièces d'identité, Ouais. à la fois des espaces, des territoires, Oui. etc. Et une fois qu'on aura ça, il y aura moins de difficultés, en tout cas, à établir, pas forcément moins de corruption, etc., mais en tout cas à établir une évaluation d'un partenaire potentiel en Afrique, En intégrité. en intégrité. Merci infiniment, Jean-Sébastien. Eh bien, je passe la parole, alors attendez, je tourne la caméra d'une manière tout à fait manuelle, à Pierre Gonodo qui nous a rejoint. Merci Pierre d'être avec nous et tu es secrétaire général d'InsurTech France, donc qui co-animé ce soir. Et donc, je te laisse la parole. Merci. Bon, je vais être bref. L'intérêt, c'était de vous écouter ce soir. Donc, je voulais d'abord remercier les panélistes. Merci beaucoup. Le club le club francophone, pardon, du risque management, donc club Franco-Risque. On est ravis de cet échange et je voulais réagir par rapport aux expériences et aux témoignages que vous avez pu nous donner. Je trouve qu'il y a un premier point sur lequel on peut insister, c'est le sujet des étiquettes et le sujet de redéfinir un peu les termes du problème, d'un problème business concret. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur est-ce qu'on est InsurTech, est-ce qu'on est HealthTech. Non, il y a un sujet, il y a un cas d'usage concret, on doit trouver des partenaires, on doit trouver une solution, on doit répondre de la meilleure façon possible à ce sujet. C'est valable également sur la conformité, c'est valable sur le suivi des risques et c'est valable sur les données météorologiques. Donc, je trouve que ça remet finalement l'écosystème, c'est le deuxième point que je vois. On a besoin d'un écosystème et ça remet les choses de façon très concrète. Et ça évite d'appliquer des solutions toutes faites ou des solutions qu'on imagine pouvoir correspondre au marché et qui ne correspondent absolument pas au marché. Amoureux de sa solution et pas amoureux de la peine de ses gants. Exactement. Vous ne connaissez pas la situation, mais c'est tout à fait ça. Donc, ça, c'est un point concret. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'effectivement, une même problématique peut concerner énormément de types d'acteurs. On a souvent tendance en Europe à cloisonner finalement les différents rôles entre le risque manager, l'assureur, le courtier, l'InsurTech, le pourvoyeur de solutions, etc. Alors qu'en fait, non, ces chaînes-là, effectivement, sont différentes d'un marché à l'autre. Ce pas les mêmes types d'acteurs. Les frontières sont différentes entre les acteurs. Et c'est très, très important, effectivement, d'avoir un écosystème riche pour justement appréhender cette complexité. Donc ça, vous l'avez démontré ce soir. Et j'ai trouvé, merci pour ça. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, effectivement, de l'avoir souligné. Et puis, dernière chose, en fait, vous inaugurez une série d'échanges et une série de communications que nous allons faire sur les relations que nous avons, alors avec le club francophone de risque management, bien sûr, mais également avec l'AMRAE, puisqu'on sera aux rencontres. Encore une fois, ça fait la deuxième année qu'on a un partenariat avec l'AMRAE aux rencontres de Deauville. Et pareil, donc c'est faire se rencontrer des communautés, des écosystèmes. Donc on aura une dizaine de nos membres qui seront présents sur place, plus en fait, parce qu'on a un écosystème plus large, mais on aura sur notre stand une dizaine d'interlocuteurs. Et donc, on attend avec plaisir les échanges, les découvertes de nouvelles solutions, et puis le business, parce que c'est ce qui nous amène tous. Donc, c'est effectivement des opportunités business. Merci infiniment, Pierre. Vous serez tous aux rencontres, les 4 panélistes, donc 7, 8, 9 février à Deauville. Vous connaissez ceux qui nous écoutent depuis l'international. J'espère que vous serez présents. Et voilà, je vais vous remercier vraiment de cet échange et de la richesse de votre, j'ai envie de dire, de votre foi, de votre conviction, de ce que vous aimez. Et vraiment, je suis très admirative de ce que vous arrivez à faire. À très bientôt. Et je laisse Marc conclure. Marc de Pomereux conclure. Merci, je vous remercie de votre intervention. Je vous remercie à ceux qui étaient en ligne d'avoir suivi. Alors, moi, je suis passionné parce qu'en fait, les sujets que vous avez traités, ce sont les sujets que nous traitons avec le Club Franco-Risque. On a un atelier à Deauville sur le problème de l'identification des valeurs d'actifs, la prévention, comment faire pour pouvoir traiter ces sujets dans un monde
beaucoup plus dispersés, difficiles d'accès, etc. Donc, il y a un atelier auquel je vous engage de venir le jeudi sur ce sujet, parce que je pense que vous allez apporter quelque chose. C'est moi qui me verrai dire, mais je sais que vous allez apporter quelque chose. On a les mêmes problèmes en matière de compliance, d'identification, etc. On essaie de traiter. On a, lors de la convention de la francophonie qui aura lieu mercredi à 10h, une table ronde sur comment financer les catastrophes naturelles, en particulier à partir des cas du Maroc, etc. Donc, il y a le représentant du fonds de garantie de solidarité garantie du Maroc qui va être présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a bien conscience de tous ces problèmes d'identification qui permettent ensuite de trouver les solutions de financement. Et je me permets de rebondir sur la problématique du financement, puisqu'en fait, c'est bien le sujet que l'on traite. Comment trouver le financement pour pouvoir améliorer la condition des populations qui on souffre terriblement, et on connaît toute la problématique de quand on n'est pas bien, on se révolte, et quand on se révolte, eh bien, on arrive à faire en sorte que les pays s'explosent, etc. Donc, tous les sujets, la façon vous l'avez abordé avec cette approche de l'insurance tech, c'est vraiment au cœur des sujets qu'on veut traiter au Club Franco-Risque. Et pourquoi on veut les traiter? Parce qu'on sait que le continent en a besoin, on sait que ce continent en a besoin. Et notre approche, c'est une approche de partage, c'est une approche de faire profiter de l'expérience, d'échanger entre les uns. Alors moi, un des points que j'aurais, une question qui me venait, c'est comment les populations, comment les gens réagissent par rapport à cette nouvelle approche de l'assurance ou de la prévention, etc., par la data, enfin par l'information. Et c'est notre point fort, c'est d'aider ou d'apporter une contribution aux risk managers dans les pays. Parce qu'en fait, c'est par les risk managers des pays, et c'est qui les risk managers des pays dans cette partie du monde? C'est pas les risk managers que je suis ou que j'ai été, c'est des gens qui sont sur des sujets divers et variés, qui peuvent être sur la santé comme ils peuvent être sur la prévention. Donc, ce qui est très important, c'est d'arriver à développer ça auprès de gens. C'est pour ça que nous voulons que se développent des associations locales. Ces associations locales prendront le relais. C'est à aux associations locales de prendre le relais, c'est certain. Et donc, voilà. Et puis, l'autre chose qui est intéressante par rapport à ce que vous avez dit, c'est que on a un certain nombre de partenaires qui nous suivent. Ces partenaires, c'est des assureurs, entre autres. Et pourquoi c'est des assureurs? Parce que les assureurs, ils croient au développement, comme vous l'avez dit, ils y croient. Alors, ils sont timides, prudents, etc. Moi, après-demain, on reçoit ces partenaires pour parler avec eux. On leur parlera à nouveau de ces besoins qui s'expriment par votre intermédiaire. S'ils nous suivent depuis maintenant plusieurs années, c'est parce qu'ils pensent que ça va venir. Ça vient. Ça vient. Donc, merci de votre optimisme. Et encore une fois, merci à tous. Et merci Bénédicte d'avoir animé si brillamment cette table ronde. Il ne nous reste plus, pour ceux qui restent là, qu'à boire un verre. Et pour ceux qui quittent, eh bien, merci d'être restés aussi longtemps. Et puis, suivez-nous et venez à Deauville et suivez les activités du Club Franco-Risque. Merci.